Normalement, c'est un jour férié, donc je vais essayer de ne pas faire des séances très longues. Enfin, c'est-à-dire, je vais faire moins de 1h30, Inch'Allah. Euh, on va faire le chapitre sur les contraintes d'intégrité statique et un TD sur les vues, parce que ce sera l'objet du TP prochain, Inch'Allah. Alors, les contraintes d'intégrité, normalement, vous connaissez déjà, enfin, puisque vous avez déjà fait durant le TP, euh, on vous en a parlé peut-être pendant le module en deuxième année module SI. En plus, quand vous avez fait le TP le semestre passé, normalement, vous avez dû créer, créer définir des contraintes d'intégrité. Donc, aujourd'hui, on va les voir plus en détail. Alors, parmi les objectifs qu'on a vus la dernière fois dans le premier chapitre, parmi les objectifs d'un SGBD, c'est d'assurer la cohérence des données de la base de données. C'est-à-dire, assurer cette cohérence, ça veut dire que les données qu'on a dans notre base de données doivent être conformes à la réalité qu'elle doit représenter. On ne doit pas contenir, c'est-à-dire la base de données ne doit pas contenir des données qui n'ont pas de sens, par exemple, ou bien des données qui se contredisent. Donc, ceci peut être défini par ce qu'on appelle les contraintes d'intégrité. Il y a deux types de contraintes d'intégrité, les contraintes d'intégrité statiques et les contraintes d'intégrité dynamiques. Pour les contraintes d'intégrité statique, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les contraintes d'intégrité dynamique, on va les voir la semaine prochaine. Alors, les contraintes d'intégrité statique, on va commencer par ça. Donc là, alors, les contraintes d'intégrité statique, elles correspondent à un prédicat, c'est-à-dire une proposition logique, sur l'état courant de la base de données. L'état courant, l'état actuel de la base de données. Alors, le SGBD doit fournir des mécanismes pour définir d'abord les contraintes d'intégrité. Ensuite, quand on les définit, il va soit les accepter, soit les rejeter. Alors, c'est quoi cette notion d'accepter une contrainte ou la rejeter? C'est par rapport à ce que vous avez écrit. Si vous avez la contrainte, par exemple, la base de données, la relation, elle existe déjà. C'est-à-dire, vous avez créé déjà votre table, vous avez rempli cette table de données. Ensuite, vous voulez maintenant définir une contrainte d'intégrité. J'ai par exemple, une relation sur les notes d'examen. Nous, chez nous, les notes sont comprises entre 0 et 20. Si vous avez vous avez déjà saisi les notes, vous avez déjà saisi les notes, et supposons que vous voulez changer cette façon de noter. Par exemple, pour vous, les notes, ce sera maintenant c'est des A, B, C, comme le font à l'Occident. Le système ne va pas accepter parce que pour lui, c'est des nombres qu'on a. Donc, il va refuser votre contrainte d'intégrité parce qu'elle n'est pas, elle contredit le type de données qui existe déjà dans cet attribut. Donc, soit vous changez les valeurs que vous avez déjà mises dans votre relation, soit vous redéfinissez votre contrainte d'intégrité. D'accord? Donc, il va accepter ou rejeter. Alors, quand il accepte, il va la mettre dans le catalogue des contraintes d'intégrité. D'accord? Alors, on va commencer par voir comment exprimer ces différentes contraintes. La première, on parle d'expression. Ensuite, on va voir, c'est-à-dire, on va voir les types
de contraintes d'intégrité statique. Ensuite, on va voir comment les ajouter, soit dans le create table, soit dans le alter table, et comment, si on veut la modifier, si on veut la supprimer, etc. Donc, on va commencer par la contrainte que vous connaissez tous, c'est la clé primaire. La clé primaire, elle nous permet d'identifier chaque ligne de manière unique, c'est-à-dire, vous avez une relation, on sait que nous, une entité de cette relation, elle est représentée par une ligne, un tuple. Donc, comme vous avez vu dans l'entité association, un identifiant permet d'identifier une occurrence de l'entité. Dans la relation, dans la table, la clé primaire, c'est l'équivalent de l'identifiant, donc elle permet d'identifier une ligne dans notre relation. D'accord? Donc, par définition, c'est un ou plusieurs attributs. C'est un ou plusieurs attributs. La clé primaire est formée d'un ou plusieurs attributs. Et on vous dit qu'elle ne doit apparaître qu'une fois dans la description de la table. Ici, bon, là, on est en train de parler de quand on l'écrit dans la commande de création. Maintenant, avant ça, je vous pose la question. Ce qu'on appelle, vous avez vu la notion de clé candidate. Rappelez-moi, c'est-à-dire quelqu'un me dit, c'est quoi une clé candidate? Quelles sont les deux propriétés que doit vérifier une clé candidate? L'unicité Vous et avez des coupures? l'irréductibilité. Pour tout le monde, les coupures? Très bien. Quoi, ça veut dire les coupures? Ça part et ça vient? Pour ceux qui parlent de coupures. Madame, oui, il y a des Maintenant, coupures c'est bon? Oui, maintenant c'est bon. Des coupures courtes? Oui, madame, très court. Ouais, enfin, d'accord. D'accord. Donc, comme a dit votre camarade, les conditions pour la clé candidate, c'est l'unicité et l'irréductibilité. Alors, unicité, ça veut dire qu'elle ne se répète pas. La valeur de la clé candidate ne se répète pas dans la relation. Elle est unique. Et irréductibilité, c'est dans le cas où elle est composée de plusieurs attributs. Elle doit pas, on peut pas, il n'y a pas un sous-ensemble qui est unique. Ça veut dire, si la clé candidate est formée d'un seul attribut, elle est unique, elle est irréductible, c'est sûr, on ne peut rien réduire. Mais si elle est formée de deux attributs ou plus, ça veut dire que je ne peux rien enlever. Alors, je ne peux pas la réduire, irréductible. Ça veut dire que le tout, c'est le tout qui est unique, pas une partie de cette clé. La clé primaire, vous le savez, elle est choisie parmi les clés candidates. Donc, si j'ai une seule clé candidate, donc ce sera forcément la clé primaire. Si la relation ou la table contient plusieurs clés candidates, dans ce cas-là, la clé primaire, elle est choisie parmi ces clés. On va choisir celle qui est la plus pratique. Parce que la clé primaire, on l'utilise souvent pour accéder à la relation. Donc, on va essayer de choisir la plus simple, la plus pratique parmi les clés candidates. Alors, donc, la clé primaire, par définition, c'est exactement comme la clé candidate. Elle doit être unique et irréductible. D'accord? Donc, la valeur de la clé ne se répète pas dans notre relation. Dans la définition, quand vous définissez votre clé candidate, que ce soit par exemple dans un create table, vous ne pouvez pas écrire deux fois, définir deux fois la clé primaire. C'est pour ça qu'on vous dit ne doit apparaître qu'une seule fois dans la description de la table. C'est dans ce sens. Et on vous dit qu'une colonne composant la clé, une colonne composant la clé doit toujours contenir une valeur. Pourquoi? C'est-à-dire que si vous avez dit que c'est de la clé primaire, si vous avez défini votre clé primaire, elle doit toujours contenir une valeur. On ne peut pas accepter qu'elle reste vide.
Alors, on vous dit qu'une colonne, c'est-à-dire théoriquement, une colonne qui compose la clé ne peut pas changer de valeur. Bon, certaines SGBD permettent de la modifier. Là, c'est théoriquement, d'accord? C'est une condition, quand on dit, on vous dit qu'elle doit toujours contenir de valeur, on ne peut pas la modifier. Ça veut dire que pour la modifier, il faut supprimer le tuple. C'est-à-dire, si vous voulez changer la valeur de la clé d'un tuple, vous allez le supprimer et l'insérer de nouveau avec la nouvelle valeur de la clé. Mais en pratique, certains SGBD, comme Oracle par exemple, il vous permet la modification de la clé primaire à condition que la nouvelle valeur que vous introduisez n'existe pas dans la relation déjà. D'accord? Donc, on ne peut pas la changer, ça c'est théoriquement, mais dans la pratique, il y a des SGBD qui permettent la modification de la valeur de la clé, pourvu que la nouvelle valeur n'existe pas dans la base de données. Donc, dans Oracle ou dans SQL en général, la définition de la clé primaire se fait par le mot réservé primary key. Alors, vous pouvez définir la clé primaire. Quand vous définissez votre clé primaire, automatiquement, le SGBD va créer ce qu'on appelle un index primaire sur cette clé. La deuxième contrainte après la clé primaire, c'est l'unicité. L'unicité, c'est exactement l'unicité, la propriété d'une clé candidate. Alors, la clé primaire, par défaut, elle a la propriété d'unicité. D'accord? La clé primaire, forcément, elle est unique. C'est-à-dire que c'est le SGBD qui va vérifier cette unicité. À chaque fois que vous allez entrer une donnée dans la clé primaire, il vérifie si elle existe déjà, il n'accepte pas votre valeur. Si elle n'existe pas, il accepte votre valeur. Si elle existe déjà, il va vous dire cette valeur existe ou bien violation de la contrainte clé primaire, etc. Maintenant, on peut définir l'unicité pour d'autres attributs de la relation. Dans notre cas, ce sera pour quel type d'attribut? Quel attribut peut avoir la propriété d'unicité dans notre relation? Allez-y, vous me répondez. Madame, je n'ai pas compris la question. J'ai dit l'unicité, je peux définir la contrainte unique pour les d'autres attributs autres que la clé primaire. Ça peut être quoi? Dans une relation, je peux définir pour certains attributs la contrainte unique. Je dis ils sont uniques, de l'attribut ou le groupe d'attributs unique. J'ai dit, ce n'est pas la clé primaire. Donc ça peut être quoi? Très bien. Non, non, non. Non, c'est les clés candidates, comme on vient d'écrire vos camarades dans le chat. C'est les clés candidates, pas les clés étrangères. Parce qu'on a dit qu'une relation peut avoir plusieurs clés candidates. Une parmi ces clés, elle est choisie comme clé primaire. C'est la clé primaire. Les autres, ce n'est pas des clés primaires, mais on sait qu'elles ont la propriété d'unicité. D'accord? Donc, on définit cette propriété pour ces attributs pour que, quand on saisit les informations, le SGBD va faire le contrôle. L'intérêt de définir les contraintes d'intégrité, de les définir sur votre base de données, c'est que le contrôle va être fait automatiquement par le SGBD. D'accord? Vous définissez votre contrainte, vous n'aurez pas à faire le test dans vos applications, les tests sur ces valeurs, etc. Ça va être fait automatiquement. D'accord? Donc, sachant que cette relation contient plusieurs clés candidates, et toutes ces clés candidates ont la propriété d'unicité, donc on va définir la contrainte unique pour ces attributs. Comme ça, quand vous saisissez, le SGBD va faire automatiquement le contrôle. Il ne va pas permettre de mettre la même valeur pour ces attributs. Donc, on vous dit que la clause unique associée à une colonne ou un ensemble de colonnes oblige chaque ligne à avoir une valeur différente dans cette colonne. C'est comme la clé primaire. C'est-à-dire on a toujours des valeurs différentes pour cet attribut ou bien un groupe d'attributs. Donc, elle possède les mêmes caractéristiques d'une clé primaire, sauf qu'elle peut ne pas contenir de valeur. D'accord? Contrairement à la clé primaire.
Donc là, c'est un exemple. Par exemple, la relation produit. J'ai le numéro du produit, j'ai la désignation. La désignation, ça veut dire le nom du produit et le prix. Si je vais dire que le nprod, c'est la clé primaire, et désignation, si j'ai cette contrainte qui dit que deux produits différents ne peuvent pas avoir la même désignation, c'est-à-dire je ne peux pas avoir deux produits différents avec le même nom, dans ce cas-là, désignation aussi, elle a la propriété d'unicité. D'accord? Elle est unique, c'est une clé candidate. Madame, Oui, Madame, oui. donc on utilise la clause unique pour définir les clés étrangères, les clés candidates. Les clés candidates qui n'ont pas été choisies comme clé primaire. Ok. Voilà. Madame, donc Voilà. chevaux unique, ça veut dire c'est une clé candidate. C'est Direct. sûr, oui, oui. C'est sûr que c'est une clé candidate. Voilà. Euh, alors, on continue. Bien sûr, l'irréductibilité aussi. C'est-à-dire, vous n'allez pas prendre deux attributs. Ça, par exemple, ici, désignation seule, elle est unique. D'accord? La désignation, elle est unique. N'allez pas faire comme unique, vous prenez désignation virgule prix, les deux, et vous dites c'est unique. C'est vrai que c'est unique, mais ce n'est pas irréductible. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas une clé candidate. Vous comprenez? Clé candidate, c'est unique et irréductible. Ici, désignation seule, elle a la propriété unique. Donc, ce n'est pas la peine de lui ajouter quelque chose d'autre. Donc, désignation, vous allez la définir comme, lui définir une contrainte unique. Madame, Oui? pour les clés candidates, on peut ne pas avoir de valeur si on définit une contrainte not nulle, c'est ça? Voilà, bien sûr. Bien, D'accord, merci. bien sûr. D'ailleurs, le not nul, on va en parler maintenant. D'accord? Donc, c'est bon pour les clés, pour la propriété unique. Pour ce que vient de faire comme remarque votre camarade, c'est les valeurs obligatoires, ce qu'on appelle les attributs obligatoires. Comme on voit ici, obligatoire ou facultatif. Obligatoire, ça veut dire qu'on est obligé de mettre quelque chose dans cet attribut. Facultatif, ça veut dire qu'on peut mettre comme on peut ne pas mettre. D'accord? Et donc, la contrainte qui permet de définir des attributs obligatoires, vous le savez déjà, c'est le not nul. Quand vous dites cet attribut ou bien cet groupe d'attributs, enfin cet attribut est not nul, ça veut dire que vous allez toujours mettre quelque chose dans cet attribut et on n'accepte pas la valeur vide, le nul. NU, on répète le nul ici. Ce n'est pas le zéro, c'est le vide. D'accord? Elle doit toujours contenir la case, enfin l'attribut. Pour chaque tuple, on doit trouver une valeur. D'accord? Donc, comme a dit votre camarade, tout à l'heure, unique, on a dit pour les clés candidates, unique n'est pas forcément obligatoire, pas forcément non plus, mais si vous mettez pour désignation par exemple, si la désignation, quand je lui dis unique, je lui ajoute not nul, là, ça veut dire qu'elle ne peut pas être vide. D'accord? Donc, not nul, là, c'est le concepteur qui doit définir nécessaire d'avoir toujours l'information simple. Fournisseur, on va dire non, on doit toujours obligatoire. Donc là, c'est le concepteur qui doit être obligatoire. Donc par défaut, les attributs sont facultatifs. Oui, les clés candidates sont importantes, mais est-ce qu'elles doivent être par défaut, c'est nul. Machine not nul, c'est l'inverse nul. C'est-à-dire que ça peut rester vide. Pour les attributs qui doivent contenir des valeurs, il faut ajouter le not nul.
D'accord? Donc, par défaut, nul seul, ce n'est pas la peine de le mettre, c'est par défaut. D'accord? Mais pour le not nul, bien sûr, il faut le définir. On arrive maintenant aux contraintes de valeur. Alors, les contraintes de valeur, c'est les types de valeurs qu'on peut faire au niveau des contraintes. Donc, soit vous donnez, par exemple, des valeurs directement. Par exemple, comme ici, je dis plage de valeur, c'est-à-dire vous définissez un intervalle. D'accord? Pour un attribut, on définit un intervalle. On dit, par exemple, le salaire est compris entre une valeur et une valeur. La note, elle est comprise entre 0 et 20. Donc, pour certains types d'heures qu'on connaît l'information sur cet attribut, le SGBD va contrôler. Si vous donnez une valeur qui est en dehors de cet intervalle, il ne va pas l'accepter. Donc là, c'est plage de valeur ou intervalle. Ou bien vous avez tout simplement une liste. Une liste, c'est-à-dire que cet attribut, il prend ses valeurs dans une liste bien déterminée que vous connaissez à l'avance. Par exemple, dans une application spécifique où on manipule des couleurs, on a un certain nombre de couleurs qu'on manipule, qu'on connaît à l'avance. Je peux faire une liste de couleurs. Par exemple, ici, les matériaux, je peux connaître le type de matériaux d'une pièce. D'accord? On a des pièces, par exemple, dans un cas spécifique, on manipule des pièces qui peuvent être en fer, en bronze, c'est-à-dire et donc, je peux définir une liste. D'accord? Donc, vous définissez la liste, vous la définissez comme contrainte d'intégrité, et comme ça, à chaque fois que vous entrez une valeur dans cet attribut, le système va vérifier si votre valeur fait partie de la liste qui a été définie. Si oui, il accepte, sinon il n'accepte pas. Bien sûr, il y a aussi la contrainte de format, ça c'est implicite, parce que le fait de dire un attribut, c'est un nombre entier, ça fait quand même une certaine restriction parce que le système, pour les entiers, il a une certaine taille, il a certaines opérations qu'on peut faire sur cet attribut, etc. Donc, ça fait quand même des contraintes, c'est-à-dire le fait de définir le type de données, dire que sa chaîne de caractères ou nombre réel, entier, etc. Ça fait une contrainte qu'on appelle contrainte de format. Donc ça, c'est les contraintes de valeur que vous connaissez déjà normalement, mais là, on est en train de parler un peu plus de détails. On arrive à ce qu'on appelle les contraintes intra-relations. Alors, intra-relations, c'est des contraintes qui sont définies à l'intérieur d'une même relation. D'accord? C'est entre des attributs, par exemple, les valeurs des attributs ou des lignes, mais au niveau d'une même relation. Alors, on parle de intra-relation horizontale ou intra-relation verticale. Quand vous dites horizontale, c'est-à-dire horizontale, c'est une ligne. Une ligne, ça veut dire tuple, ça veut dire l'enregistrement. Ça veut dire que c'est une contrainte que je vais faire entre les différentes valeurs du même tuple. Ça veut dire j'ai les attributs, deux attributs de la même relation, je suis dans une seule relation, je vais les comparer. Par exemple, comme dans l'exemple ici, entre les dates. J'ai une relation qui s'appelle manifestation, qui contient une date début et une date fin. Logiquement, la date fin ne peut pas être avant la date début. Donc là, j'ai une relation à l'intérieur même de cette relation qui compare deux colonnes, d'accord? Mais les deux colonnes sont comparées au niveau des tuples, ligne par ligne. C'est pour ça qu'on dit horizontale. Donc, au niveau d'un même tuple, d'une même ligne, la date de fin doit être toujours supérieure ou égale à la date début. D'accord? Par contre, dans le vertical, ça veut dire je vais vérifier, comparer les valeurs d'une même colonne entre elles. Donc, horizontal, je vais comparer les valeurs au niveau d'un tuple, d'un enregistrement. Vertical, c'est au niveau colonne
au niveau attribut. Donc, les valeurs d'un même attribut vont être comparées entre eux. Alors, par exemple, vertical, euh, par exemple, ici, on vous dit, j'ai l'employé, la relation employé, numéro, nom, prénom, le salaire. Je vais comparer les salaires des employés. Donc, la colonne, je vais m'intéresser à la colonne salaire. D'accord? On vous dit là qu'à condition qu'un employé ne peut pas gagner plus du double de la moyenne des salaires des employés. Ça veut dire que je calcule la moyenne des salaires, je fais son double. Un employé ne peut pas avoir un salaire qui dépasse ce double-là. Est-ce que vous suivez? Donc là, je suis en train de comparer les valeurs le salaire d'un employé par rapport aux autres salaires. D'accord? Alors, pardon. C'est clair, cette différence entre horizontale et Younes, si vous êtes en train de parler, on ne vous entend pas. Je vois Madame, Oui, oui, pour le vertical, oui. comment je vais vérifier la contrainte? Parce que, soi-disant, j'ai une relation table vide. Après, je commence à remplir les tubes. Oui, Ça a un problème, le calcul du salaire. Déjà, au départ, quand دخل le premier salaire, كيفاش يعرف la moyenne تاعو؟ oui. C'est pour cela que pour définir ce genre de contrainte, ça veut dire que à chaque fois que vous insérez un salaire, pour le comparer aux autres, le système doit faire un calcul. Vous êtes d'accord? Le système Madame, va... qui connaît la première ligne, دخل par exemple 10 000. Oui, Il n'y a pas de moyen. oui. Et puis, bien sûr, quand je vais écrire ma contrainte, je vais faire le cas particulier que quand c'est la première fois. Quand c'est la première fois, je vais accepter, par exemple. Parce que vous avez compris que pour faire ça, il faut écrire quelque chose. C'est-à-dire, ce n'est pas comme les contraintes que j'ai écrites tout à l'heure, juste une comparaison. Par Oui, exemple, madame. tout à l'heure, date fin supérieure ou égale date début, c'est rapide. C'est-à-dire, bon, il va prendre, vous allez faire, quand vous faites insert into, vous faites entrer votre tuple, il va automatiquement, avant de l'accepter, il va voir est-ce que date fin est supérieure à date début que vous avez donnée. Là, c'est direct. Par contre, pour le vertical, c'est vrai qu'il doit faire un calcul avant. Doit faire un calcul, c'est-à-dire, bon, si c'est la première fois, il accepte. Si ce n'est pas la première fois, il va à chaque fois calculer, à partir d'un certain nombre, il va à chaque fois calculer que le salaire que vous voulez faire entrer, il doit respecter cette contrainte. Et donc, c'est pour cela qu'on vous dit que ce genre de contrainte est un peu difficile à mettre en œuvre. Parce que ce que je suis en train de vous dire théoriquement, les types de contraintes qui existent, théoriquement. Maintenant, c'est pas quand on dit théoriquement, ça a été, c'est défini. Ça ne veut pas dire que forcément tous les SGBD permettent de le faire. D'accord. Donc ici, on parle dans la théorie ce qu'on appelle les assertions. Une assertion, c'est une proposition logique qui vous permet d'écrire des choses et tout. Donc, on peut définir théoriquement dans une assertion cette contrainte. Moi, les exemples que je suis en train de donner, que je vais vous donner après, ce sera toujours par rapport à la syntaxe de Oracle, c'est-à-dire quelque chose qui marche. D'accord? Pas, c'est-à-dire des choses théoriques qui ne s'appliquent pas. D'accord. Donc maintenant, pour ce genre de contrainte, je vais vous dire après comment on va la faire, mais pas à ce niveau. C'est quand on va voir les triggers, je vous expliquerai comment ce genre de contrainte, on pourra le définir après avec un trigger. D'accord. Mais on vous dit quand même, c'est difficile à mettre en œuvre parce que soit lors de toute modification sur les relations, c'est-à-dire soit vous faites insert into, un nouveau tube, ou bien vous faites update du salaire, vous voulez modifier le salaire. Donc, dans les deux cas, il faut que le SGBD fasse un calcul, d'accord?
Et donc, c'est pas évident, mais si c'est nécessaire, on peut le définir. C'est-à-dire, si c'est une contrainte qu'on veut vérifier automatiquement, on pourra le faire. Et je vais vous expliquer comment faire ça quand on verra après les triggers, les déclencheurs. D'accord? Une autre petite contrainte, c'est sur l'ensemble des NUplay. Par exemple, on vous dit, j'ai employé toujours avec le salaire, la moyenne des salaires des employés doit être inférieure à 15 000, par exemple. Là, j'ai défini la moyenne des salaires, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de comparer les salaires des employés. D'accord? Tout à l'heure, la différence entre ce qu'on vient de dire ça, tout à l'heure, la condition qu'on a dit, c'est un employé ne peut pas avoir un salaire qui est supérieur avec la formule qu'on a donnée. D'accord? Qui est supérieur au double, etc. Au double de la moyenne des salaires des employés du même département. Donc là, je suis en train de comparer le salaire d'un employé par rapport aux autres. Par contre, ici, la contrainte sur l'ensemble des NUplay, c'est-à-dire que je suis en train de faire une contrainte sur toutes les valeurs. Je ne suis pas en train de comparer les valeurs entre elles. On vous dit que la moyenne, par exemple, la moyenne des salaires des employés du service archive doit être inférieure à, c'est-à-dire quelqu'un, il a une entreprise, il peut définir des règles comme ça pour les salaires de ses employés. D'accord? Il peut définir des règles comme ça. Donc là, il est en train de définir une moyenne pour les salaires des employés d'un certain service. Il doit être, par exemple, inférieur à une certaine somme. Bon, c'est juste un exemple. Oui? Mais ici, ça concerne le salaire seulement, c'est-à-dire on a défini une contrainte sur le salaire seulement. Oui? Donc, Oui? on peut directement mettre dans la définition de salaire inférieur à 15 000. Non, non, non. Ce n'est pas le salaire qui est inférieur, c'est la moyenne des salaires des employés du service archive. Ça veut dire que le service archive, supposons qu'il a, par exemple, 50 employés. Bon, enfin, généralement, ce n'est pas à ce point, mais supposons que c'est 50 employés. On va faire la moyenne des salaires de ces employés, ça ne doit pas être inférieur à ça. D'accord? Ce n'est pas un salaire qui ne doit pas être inférieur, c'est la moyenne de tous les salaires. Ça veut dire que je fais la somme des salaires divisée par le nombre, le total. Est-ce que vous avez compris, Wissam? Oui, madame, merci. OK. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une contrainte sur l'ensemble des NUplay. C'est pas ce que vous avez dit, vous, c'est une contrainte au niveau d'un attribut. D'accord? Là, c'est une contrainte sur l'ensemble des NUplay. Je définis une contrainte sur toutes les valeurs par exemple, d'une colonne, ou peut-être je vais combiner dans ma contrainte deux colonnes, etc. Et ça dépend de ce que je veux exprimer comme contrainte. D'accord? Donc, ici, la même chose. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire entrer une nouvelle valeur, un salaire, ou bien vous modifiez un salaire, le système va calculer cette moyenne pour dire est-ce que ce qu'on vient d'ajouter ne contredit pas la contrainte qu'on a. D'accord? Généralement, les contraintes d'intégrité statique, elles sont vérifiées au niveau du insert et au niveau du update. C'est quand vous insérez un nouveau tuple, il vérifie les contraintes. Et quand vous voulez faire aussi un update, d'accord, vous modifiez une valeur, avec le moment, il vérifie est-ce que la nouvelle valeur que vous voulez faire entrer, est-ce qu'elle ne contredit pas la contrainte qu'on a déjà. Donc, on a vu les contraintes intra-relation, à l'intérieur d'une même relation. Là, on va voir les contraintes interrelations, c'est-à-dire entre deux relations différentes. Donc, puisque dans la base de données, vous avez plusieurs relations, donc ces relations, il y a des liens entre ces relations. Donc, on doit pouvoir définir des contraintes entre ces différentes relations pour pouvoir contrôler l'ensemble des valeurs de ces relations. C'est-à-dire, je peux comparer, par exemple, la valeur d'un attribut par rapport aux valeurs d'un attribut qui existe dans une autre relation. C'est des attributs qui, par exemple, qui sont du même type, qui sont compatibles, etc.
Donc là, par exemple, je peux définir pour un attribut dans une relation, il prend ses valeurs dans les mêmes valeurs qu'un attribut d'une autre relation. C'est-à-dire, je peux avoir ça comme contrainte. Ou bien, il y a la contrainte interrelation la plus utilisée et que vous connaissez, c'est la clé étrangère. Donc, la clé étrangère, ce qu'on appelle intégrité référentielle, c'est un type de contrainte interrelation. D'accord? Parce qu'elle Ma- fait en liaison Madame, deux relations. Oui. Madame, s'il vous plaît, répétez la définition de la contrainte interrelation. La contrainte interrelation, j'ai dit, vous êtes en train de comparer les valeurs, les attributs de deux relations différentes. Tout à l'heure, ce qu'on a fait, les exemples de tout à l'heure, on était dans la même relation. Qu'on fasse des comparaisons au niveau du tuple horizontal ou bien vertical au niveau de la colonne, quand on parlait du salaire d'un employé par rapport au salaire des autres employés. Ou bien le contrainte au niveau de la relation, c'est-à-dire quand on a dit la moyenne des salaires doit être supérieure ou inférieure à un certain nombre. Là, on était en train de définir des contraintes au niveau d'une même relation, c'était intra-relation. Maintenant, on est interrelation, c'est-à-dire deux relations différentes. Généralement, quand vous faites votre conception, les relations ne sont pas isolées les unes des autres. Il y a des liens entre ces relations. D'accord? Et donc, il y a des liens, ça veut dire que vous pouvez avoir besoin de comparer, par exemple, un attribut d'une relation R1 par rapport à les valeurs qui existent dans un autre attribut d'une relation R2. Vous pouvez faire une comparaison. Et l'exemple le plus pratique pour ça, c'est la clé étrangère. C'est-à-dire pourquoi on dit, parce que je peux définir autre chose, pas forcément la clé étrangère, vous la connaissez, on va en parler, mais je peux définir aussi une autre relation chez clé étrangère, mais qui met en liaison des attributs de deux relations différentes. D'accord? C'est ce qu'on appelle une contrainte interrelation. C'est-à-dire un attribut d'une relation, d'accord? euh, Ces valeurs existent aussi dans une autre relation, par exemple. Ça dépend on verra dans le TD un exemple où on peut avoir une contrainte comme ça, mais qui n'est pas forcément clé étrangère. D'accord. Mais la contrainte interrelation la plus utilisée dans la pratique, c'est la clé étrangère, forcément, euh, que vous connaissez déjà. Donc, on va parler clé étrangère. Quand vous rencontrez le terme intégrité référentielle, c'est la même chose aussi. C'est intégrité référentielle, on parle des clés étrangères. D'accord? C'est-à-dire que on dit contrainte d'intégrité référentielle. La contrainte d'intégrité référentielle, c'est la notion de clé étrangère. Elle est définie par la notion de clé étrangère. Alors, c'est un cas particulier donc de contrainte interrelation. Vous avez deux relations T1 et T2, ou deux tables T1 et T2. Donc, si je suis dans T1, vous avez une clé étrangère. Vous trouverez aussi le terme de clé externe dans T1. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est une colonne ou bien un groupe de colonnes de T1 qui fait référence à une colonne ou une autre colonne dans une autre relation qu'on va appeler T2. Mais la condition pour qu'on dise que c'est une contrainte d'intégrité, il faut que dans T2, ces attributs auxquels je fais référence soient soit une clé primaire, soit une clé unique, c'est-à-dire propriété unique. Ça veut dire que la clé étrangère fait référence à une clé candidate finalement. Pas forcément la clé primaire. La clé étrangère fait référence à une clé candidate d'une autre relation. Cette clé candidate, ça peut être la clé primaire, comme ça peut être ne pas être la clé primaire. Est-ce que vous comprenez? Donc la clé, il suffit que il faut faire référence à un attribut qui a la propriété unique. C'est ça l'essentiel. D'accord? Parce qu'il y a des étudiants qui pensent que c'est toujours la clé primaire. Non, pas forcément la clé primaire. Il faut seulement que je fasse référence à un attribut unique. Ça veut dire que si je fais référence, je suis au niveau de T1, je suis au niveau d'un tuple, il fait référence à un seul tuple dans T2. D'accord? La valeur que j'ai dans cet attribut dans T1, elle existe une seule fois de façon unique dans T2. D'accord? C'est pour cela qu'on dit
la propriété unique. C'est clair pour... Donc, ça, par exemple, je suis dans la relation client et la relation facture. D'accord? Où est-ce que je peux avoir la clé étrangère? Est-ce que c'est dans client ou dans facture? La clé étrangère. Clé ou non? Non. Donc, Facture, madame. La Non, facture, c'est le client. C'est client qui a la facture. très bien, c'est dans la facture. C'est la facture qui fait référence à client. C'est-à-dire que dans client peut avoir plusieurs factures. D'accord? Un client peut avoir plusieurs factures. Mais une facture appartient à un seul client. Je répète, mademoiselle Céline. Donc, je dis, j'ai la relation client, la relation facture. D'accord? La relation client, la relation facture. Client peut avoir plusieurs factures. Mais une facture appartient à un seul client. Donc, rappelez-vous l'entité association que vous avez, le MCD que vous avez fait l'année passée. Le MCD. Vous avez la clé étrangère, c'est le lien 1N. Très bien. Oui, c'est ça. C'est le lien 1N. Alors, quand vous avez le lien 1N, vous avez d'un côté un 1 et d'un autre côté le 1N. C'est-à-dire, entre client et facture, c'est un lien 1N. D'accord? Du côté client, c'est 1N, mais dans le côté facture, c'est 1,1. Donc, c'est celui qui a le 1,1, c'est là où il y a la clé étrangère, parce que vous avez la clé primaire de l'autre relation qui va migrer, qui va aller, on va l'ajouter quand vous faites le passage. Je pense que vous avez, je ne sais pas si vous avez fait le passage du modèle du MCD vers le MLD. Vous avez vu les règles de passage? Voilà, donc si vous avez vu ça, très bien. Ça veut dire que c'est le lien 1N qui va se traduire par les clés étrangères et c'est la relation 1,1 qui contient la clé étrangère. Donc ici, dans notre exemple, j'ai dit facture client. Donc c'est dans la facture que vous allez mettre le numéro du client qui sera une clé étrangère. Le numéro du client sera une clé étrangère qui va faire référence à client. D'accord? Donc, Madame, s'il vous plaît, si on a par exemple professeur et élève, on a les cardinalités 1N et 1N, parce que le professeur peut avoir plusieurs élèves et un élève peut avoir plusieurs professeurs. oui, On va faire. oui, oui. Bon, si vous avez fait les règles de passage, vous savez, normalement, vous savez que la relation 1N, c'est-à-dire le 1N des deux côtés, va, exactement, mademoiselle, on va créer une nouvelle relation pour cette association. D'accord? Étudiant-enseignant, donc vous avez l'entité étudiant, l'entité enseignant, on va créer une nouvelle association, d'accord, qu'on va appeler enseigner, par exemple, d'accord, et qui va connaître, alors, ça sera quoi? Qu'est-ce que quand vous avez fait les règles de passage, sûrement, si vous vous rappelez, vous avez migré la clé de étudiant, la clé de enseignant, les deux vont être mises dans la nouvelle relation qu'on a créée, qui va représenter cette association. D'accord? Donc, nous avons dans le modèle relationnel, on n'a que des relations. Mais ces relations-là peuvent représenter des entités comme par exemple client et facture, et ça peut aussi représenter des associations. L'association, ici, c'est soit un lien, l'association dans le modèle relationnel, comment c'est exprimé, les liens entre les entités, comment sont exprimés, soit comme clé étrangère, comme on vient de le voir, ou bien carrément par une nouvelle relation, une relation qui exprime une association. C'est dans le cas où vous avez un N, un N. D'accord? C'est ça. Il y a votre camarade qui vient d'envoyer quelque chose, c'est ça. Donc, et là, d'accord. Donc, je reviens à la clé étrangère. Donc, j'ai dit que vous avez un attribut, par exemple dans une relation, qui est en même temps, qui fait référence, je vous en prie, qui fait référence donc à une clé, j'ai dit, pas forcément la clé primaire, c'est une clé unique, qui a la propriété unique. C'est soit la clé primaire, soit un attribut qui a la propriété unique. Je peux lui faire référence
dans une autre relation à travers une clé étrangère. Alors, dans notre cas, T2 est appelée table primaire. La table primaire, c'est celle qui contient la clé à laquelle on fait référence. D'accord? Et T1 s'appelle la table secondaire, c'est celle qui contient la clé étrangère. La clé étrangère, la table qui contient la clé étrangère, c'est la table secondaire. D'accord? Dans T1, on a la clé étrangère qui fait référence à la clé unique qui est dans la table primaire. Alors, si dans la définition, j'ai dit la colonne X, c'est la clé étrangère qui fait référence à la clé unique Y dans T2. Donc, X, Y doivent être du même domaine. Doivent être du même domaine. Ça veut dire que si vous allez définir, l'ajouter avec les create table, il faut avoir le même type. Parce qu'on va les comparer. Ça doit être des choses comparables. D'accord? Vous ne pouvez pas, par exemple, X le définir comme integer, Y comme char. Ensuite, vous dites c'est une chaîne de c'est une clé étrangère. Non. Clé étrangère, le X, Y doivent être définis du même type. Pas forcément le même nom. Donc là, il y a aussi une confusion. Les étudiants, en général, croient que quand ils trouvent le même nom, c'est une clé étrangère automatiquement. Non. Ça peut être des noms différents. Je peux, dans la facture, appeler ça code client. Et oui, le même domaine, mais j'ai dit les noms des attributs peuvent être différents. Par exemple, dans la relation client, j'ai code client. Et dans la relation facture, je vais l'appeler numéro C, num-C. Et pour moi, les deux, c'est des numéros des codes clients ou des numéros de clients. D'accord? Quand je vais les définir, le type de données sera la même chose. D'accord? Donc, par exemple, code client, je vais dire number 2. Et num client, dans facture, je vais dire number 2. Et ensuite, je vais définir la clé étrangère que num-C fait référence, c'est une clé étrangère qui fait référence à code C de client. D'accord? Donc, clé étrangère n'a pas forcément le même nom que l'attribut à laquelle elle fait référence. Donc, X, Y doivent être du même domaine. Une colonne de la clé étrangère peut ne pas avoir de valeur, bien sûr. C'est-à-dire, dans la facture, je peux laisser le numéro client vide. Je n'ai pas encore les informations. J'insère des informations sur la facture, mais je laisse vide l'information sur le client parce que je n'ai pas encore cette information. Bien sûr, si je n'ai pas défini ça comme note nulle. Quand vous faites insert, update, ou update, la valeur doit exister dans la table primaire. C'est ça le fait de dire que c'est une clé étrangère. Sinon, il ne va pas accepter votre insertion ou votre modification. D'accord? Si vous avez défini une clé étrangère et vous faites maintenant insert, je veux insérer une facture, je mets le client numéro 200 dans cette facture, il faut que le 200 existe dans la relation client. Sinon, il ne va pas accepter. La même chose au niveau modification. Quand je fais update, je modifie le client d'une facture, la nouvelle valeur doit exister aussi dans client. C'est pour cela que la définition, justement, parce que c'est ça l'intérêt de définir la clé étrangère, c'est pour faire ce contrôle. Je ne peux pas avoir la facture d'un client qui n'existe pas. D'accord? Donc, la valeur doit exister. Et je ne peux pas supprimer je ne peux pas supprimer un client s'il y a une facture qui lui fait référence. D'accord? Si vous faites delete from client, where, par exemple, le code clé égale 100, et vous avez déjà dans facture une clé étrangère, une facture qui a le client, pour le client 100. Donc, vous ne pouvez pas supprimer directement à partir de T2 tant que vous avez cette clé étrangère. On verra après ce qu'on doit ajouter dans la définition de la clé étrangère pour permettre cette suppression. Donc là, un exemple. J'ai une relation fournisseur, relation pièce et la fourniture. Donc, fournisseur, un numéro fournisseur, le nom, etc., les informations de fournisseur. Ici, les pièces. Fourniture, donc vous voyez, c'est comme on parlait tout à l'heure,
c'est fourniture finalement, elle représente l'association entre fournisseur et pièce. Parce qu'un fournisseur peut fournir une ou plusieurs pièces et la même pièce peut être fournie par un ou plusieurs fournisseurs. Donc, l'association un des deux côtés va être traduite par cette relation qui s'appelle fourniture. Donc, NF-NP, c'est la clé primaire de fourniture. La clé primaire, c'est la concaténation de la clé de fournisseur et la clé de pièce. Ça forme la clé primaire. Donc là, j'ai souligné, ça dit c'est la même. Hein. Ce n'est pas deux clés primaires, c'est la clé primaire, elle est composée, elle est formée de NF et de NP. Maintenant, NF seul, c'est une clé étrangère qui fait référence à client. Et NP seul, c'est une clé étrangère qui fait référence à pièce. D'accord? Donc, quand je crée la relation fourniture, je dis NF, NP, les deux forment ma clé primaire. NF seul, c'est une clé étrangère qui fait référence à un fournisseur. Et NP, c'est une clé étrangère qui fait référence à une pièce. C'est clair pour l'exemple? C'est clair pour l'exemple? Donc, on passe à... Ça, donc, on a fait un tour sur les différentes clés qu'on a. Maintenant, comment on va gérer nos contraintes? Alors, la définition des contraintes, ça veut dire que vous avez, on a vu dans le chapitre 1, la création de la table se fait avec le create table. Et la modification de schéma d'une table se fait avec alter table. Alors, quand je veux définir une contrainte, je peux la définir soit dans le create table, soit dans le alter table. C'est-à-dire que si vous avez dans votre conception, parce que quand on fait une conception, notre base de données, on détermine toutes nos contraintes d'intégrité. Donc, vous pouvez directement les définir dans le create table, dans la même commande. Create table, en même temps, vous définissez vos attributs, en même temps, vous définissez vos clés de contraintes d'intégrité statique. Ou bien, vous avez déjà créé une table, vous l'avez remplie avec des insertions, vous la manipulez, etc. Et à un moment donné, il y a une nouvelle contrainte que vous voulez ajouter. On va l'ajouter en utilisant le alter table. D'accord? Donc, on va d'abord écrire comment l'ajouter dans le create table. Donc, la première fois, donc la table existe. Création, description d'une contrainte dans la création de la table, dans le create table. Donc, ici, je vous écris juste la partie à ajouter dans le create table. D'accord? Le constraint, ce n'est pas une commande. D'accord? Ça, c'est une partie que vous allez mettre à l'intérieur de la commande create table. Alors, j'ai deux cas. Soit c'est une contrainte qui concerne un attribut sur une seule colonne, on appelle ça contrainte de colonne, elle est définie sur un seul attribut, soit une contrainte qui concerne plusieurs attributs, on appelle ça contrainte de table. Voilà, on verra plus bas. Une contrainte de table, c'est une contrainte qui est sur plusieurs colonnes. D'accord. Donc, je vais commencer par les contraintes sur une seule colonne, sur un seul attribut. Alors, comment vous allez définir? Vous allez ajouter le mot constraint, le nom de la contrainte. Alors, constraint, ça veut dire, vous remarquez tout ce qui est entre crochets, on l'a dit, c'est facultatif. Constraint, nom de contrainte, c'est quand vous voulez donner un nom à la contrainte que vous voulez définir. D'accord? Donc, constraint, juste après constraint, il y a un nom de contrainte. Il faut ajouter un nom. Le nom, vous l'écrivez ce que vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? Si vous ne mettez pas un nom, le système va donner un nom à votre contrainte. Parce que, on a parlé des catalogues, on a dit que tout est gardé dans les catalogues. Donc, quand vous définissez une contrainte, la contrainte, elle est gardée dans un catalogue par les contraintes d'intégrité. Donc, si vous donnez un nom, il va garder dans la contrainte le nom que vous avez donné. Si vous ne mettez pas un nom, le catalogue lui-même va donner un nom à votre contrainte. Un nom interne à votre contrainte. D'accord? Donc, ensuite, suivi d'un nom de contrainte. Ensuite, vous pouvez, au niveau d'un attribut, dire qu'il est note nulle, pour dire qu'il est obligatoire. Bon, j'ai mis entre crochets le note pour dire que vous pouvez écrire nul seul,
D'accord? Mais à ce niveau, j'ai dit, c'est pas la peine parce que par défaut, il va le mettre nul. Donc, ajoutez, si vous avez besoin de note nulle, vous mettez note nulle. Ensuite, alors que les barres ici, les barres, c'est pour vous dire toutes les possibilités. D'accord? Il ne faut pas les mettre. Vous, quand vous écrivez ça dans le create table, c'est des espaces entre eux. C'est-à-dire, si je veux ajouter un nom, ne mettez pas les crochets. Vous écrivez qu'ensuite le nom de la contrainte. Vous voulez ajouter note nulle, vous ne mettez pas ni les crochets ni les accolades. D'accord? Vous écrivez directement note nulle. Séparer, les différentes contraintes sont séparées entre elles par des espaces. D'accord? Donc, note nulle, je peux ajouter unique pour dire que c'est une unique, alors, ou bien primary key, pas les deux à la fois. Soit c'est l'attribut, c'est la clé primaire, ou bien il est unique. Mais quand je dis barre, la barre, ça veut dire c'est l'un ou l'autre, pas les deux à la fois. D'accord? Donc, unique si c'est une clé candidate, primary key si c'est la clé primaire. Vous mettez rien si c'est rien. Si ce n'est ni unique ni clé primaire, on va mettre rien. Si c'est une clé étrangère, vous pouvez écrire directement references. Donc, alors, remarquez, vous êtes à ce niveau, on est à côté de l'attribut. Vous avez défini un attribut, par exemple, vous dites par exemple numf integer, par exemple, numf integer, et vous écrivez à côté ces contraintes. D'accord? C'est à côté de la définition de l'attribut. Donc, references, vous remarquez ici, il n'y a pas le mot foray. Le foray, vous le dites après, on va voir après. Mais ici, si vous écrivez à côté de l'attribut pour dire que c'est une clé étrangère, écrivez directement le mot references. References, le nom de la table, la colonne. Alors, quand est-ce que vous écrivez la colonne? C'est quand vous... La colonne, vous l'écrivez, c'est quand les noms sont... les colonnes sont différentes, très bien. C'est-à-dire que quand les noms des colonnes sont différents, quand c'est la colonne, c'est le même nom, vous pouvez ne pas écrire ça. Vous remarquez que c'est entre crochets. Si vous n'écrivez pas le nom de la colonne, ça veut dire qu'il va comprendre qu'on fait référence à un attribut qui a exactement le même nom que cet attribut-là, sur lequel on est pointé. D'accord? Si vous mettez, ça veut dire que ça peut être un autre nom. Bien sûr, vous pouvez répéter le même nom aussi. C'est-à-dire, mais vous pouvez ne pas l'écrire quand c'est le même nom. Alors, en delayed cascade, ça concerne la clé étrangère. En delayed cascade, ça concerne la clé étrangère. Qu'est-ce qu'on dit? Je vous ai dit tout à l'heure que la clé étrangère, quand vous supprimez le client, si vous supprimez les clients, s'il y a une référence qui lui fait une facture qui lui fait référence, il va refuser le système. Si vous ajoutez dans la clé étrangère au niveau de facture, quand vous définissez la clé étrangère au niveau de facture, vous ajoutez en delayed cascade, ça veut dire que vous dites que si le client est supprimé, automatiquement supprimer toutes les factures. Toutes ces factures. Toutes ces factures, oui. En delayed cascade, on la met au niveau de facture, dans la relation facture. Là où vous définissez votre clé étrangère. References, c'est une clé étrangère. References client en delayed cascade. Ça veut dire que si je supprime dans la relation client, automatiquement, je vais supprimer automatiquement les factures. Ou bien, il y a une autre, bon, je ne l'ai pas mis ici, il y a nul. Vous pouvez mettre ici nul, en delete nul, NU2Z. Ça veut dire quoi? Vous n'allez pas supprimer, vous allez remplacer la valeur de la clé du client par un vide, par un blanc. Enfin, le nul. C'est-à-dire que vous avez des factures qui font référence au client numéro 100. Et vous avez fait delete from client where code client égale 100. Qu'est-ce qu'on va faire en delete cascade? Le système va aller à la facture. Et là où il y a le client 100, il va mettre vide. Il va enlever 100. Mais il ne va pas supprimer les factures. C'est-à-dire, si je veux garder l'information sur la facture. Pourquoi je supprime le 100? C'est pour que la clé étrangère, la contrainte de la clé étrangère soit toujours vérifiée. Parce quand on dit clé étrangère, la valeur doit exister. Donc, si on l'a supprimé dans le client, je peux le mettre vide dans la facture. D'accord? Pour ne pas supprimer la facture. Ou si je mets en delete cascade, ça veut dire que je vais les supprimer. D'accord? Vous avez compris la différence entre en delete cascade et en delete nul. D'accord?
Nul ou 7 nuls, hein. Enfin, je ne me rappelle pas la commande. 7 nuls ou bien 7 nuls. En TP, je vous donne dans le manuel TP, j'ai écrit les possibilités. Dans le TP, vous allez voir plus de possibilités. Le check maintenant, le check, c'est une condition sur cet attribut. Donc, à l'intérieur, vous mettez dans la condition ici, vous mettez une condition concernant l'attribut. Par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas, vous pouvez mettre un salaire supérieur à une valeur, ce que vous voulez. Disable, c'est désactiver. Parce qu'on peut activer, désactiver une contrainte d'intégrité. Dans le create table, si vous ne précisez pas disable, automatiquement, les contraintes d'intégrité que vous écrivez dans le create table sont automatiquement activées à la création de la table. Donc, si vous voulez, quand vous créez la table, au début, ne pas activer les contraintes d'intégrité, vous pouvez au niveau de la contrainte écrire disable. Disable, il va désactiver la contrainte. D'accord? Ça peut servir quand vous insérez les données, parce que des fois, quand vous faites la référence à une clé étrangère, vous n'avez pas encore inséré les données, et donc vous faites entrer une clé étrangère qui n'existe pas encore. Ça peut vous bloquer l'insertion. Donc, vous pouvez au départ désactiver pour pouvoir remplir vos données, ensuite la réactiver pour commencer à travailler avec. D'accord pour cette remarque? Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Donc, ici, c'est un exemple d'abord. Bon, create table fournisseur, donc c'est le create table qu'on connaît. Seulement, on a ajouté des contraintes. Donc, ici, NF, le NF, c'est char5. Constraint, compte clé P, primary key. Là, j'ai défini la clé primaire et je lui ai donné la contrainte un nom qui s'appelle compte clé P. D'accord? Ici, le nom du fournisseur, c'est un vatchal2 20. Je lui ajoute note nulle pour dire qu'il est obligatoire, etc. Par exemple, ici, le code number 5, je n'ai pas mis de contrainte sur le code, mais j'ai mis une contrainte sur la ville. On a dit constraint, donc ville vatchal2 15. On ajoute une contrainte qui dit la ville va prendre ses valeurs dans ces villes-là. Donc, comment on écrit ça? Constraint, le nom de la contrainte, check, entre parenthèses, ville in, et je donne la liste des valeurs. Alors, remarquez que dans cet exemple, toutes les contraintes, je leur ai donné des noms. D'accord? Chaque contrainte, je lui ai donné un nom. Vous pouvez ne pas donner les noms aussi. D'accord? Madame, Oui? Madame, pour check, il faut mettre le mot-clé constraint. Non, justement, c'est facultatif. D'accord. J'ai dit dans cet exemple, j'ai mis le constraint pour toutes les contraintes. Pour vous montrer que je peux appeler toutes mes contraintes. Mais j'aurais pu ne pas les mettre. C'est-à-dire, si par exemple clé primaire, j'aurais pu écrire directement char5 primary key. D'accord. Pour le nom vatchar20, j'aurais pu écrire, bon ici, je n'ai pas appelé. Le note nul, je ne vais pas lui donner. J'aurais pu, le note nul ici, si je veux lui donner un nom, j'aurais écrit juste avant le note nul, constraint. Par exemple, je dis C2, par exemple, je lui donne un nom, C2, par exemple, constraint C2, note nul. Ce sera le nom de la contrainte note nul de cet attribut-là. D'accord? Donc, vous pouvez appeler comme vous pouvez ne pas appeler. Ici, je peux aussi enlever la contrainte, le nom de cette contrainte. J'aurais pu écrire directement vatchal2 15 directement check la suite. D'accord? Donc les noms, c'est facultatif. Vous pouvez appeler, vous pouvez ne pas les appeler. Toute contrainte, n'importe quelle contrainte qu'on a vue jusqu'à maintenant, vous pouvez l'appeler. Vous pouvez lui donner un nom avec constraint. La contrainte, vous ne mettez pas constraint. Et je vous ai dit l'importance de constraint. Si c'est une contrainte que vous allez manipuler après, par exemple l'activer, la désactiver, d'accord. Dans ce cas-là, il vaut mieux donner un nom. Un nom, mais je vous ai dit aussi que même si vous ne donnez pas un nom, votre système va donner un nom à votre contrainte. D'accord. Madame, Oui?
Oui, Est-ce que c'est obligatoire de mettre la contrainte devant l'attribut et on peut la mettre justement, là où... non, non, je vais vous donner l'autre possibilité. Là, j'ai dit la possibilité, ce que j'ai appelé contrainte de colonne, c'est vous définissez la contrainte à côté de l'attribut qui la concerne. Là, c'est une contrainte qui concerne un seul attribut. Donc, vous pouvez directement l'écrire au niveau de la définition de l'attribut. Mais vous pouvez l'écrire aussi à part. On va voir le cas. D'accord? Là, c'est-à-dire que vous avez cette possibilité, c'est pour vous dire que vous avez cette possibilité d'écrire directement au niveau de la définition de l'attribut, à côté, vous écrivez toutes les contraintes. Ça veut dire que même si cet attribut, un attribut, il a plusieurs contraintes, vous pouvez ajouter toutes ces contraintes à côté de sa définition, séparées par des espaces. D'accord? Il peut être note nulle, unique, à un check, par exemple. Au niveau d'un attribut, je dis le nom de l'attribut, je dis son type, et juste après, je mets note nulle parce qu'il est obligatoire, j'ajoute unique parce qu'il ne se répète pas, et j'ajoute un check parce que j'ai une condition sur ces valeurs. Donc, vous pouvez mettre les trois sur la même ligne à côté de cet attribut. C'est pour vous dire que vous avez cette possibilité. Et si vous voulez les appeler, à chaque contrainte, vous l'appelez à part. C'est-à-dire le consuite, si vous voulez donner des noms à ces contraintes, à chaque contrainte, c'est-à-dire le note nul, vous lui donnez un nom, c'est-à-dire la contrainte concerne, le consuite concerne une contrainte. Donc, même si je fais trois contraintes au niveau d'un attribut, chaque contrainte, vous pouvez lui donner un nom différent. Le note nul, vous faites consuite, par exemple, C1, note nul, consuite C2, unique, consuite C3, check, et vous définissez votre check. Vous comprenez? C'est-à-dire le nom, correspond à une contrainte. Donc, vous pouvez définir plusieurs contraintes à côté de la définition de votre attribut si cet attribut il a plusieurs contraintes. D'accord? Maintenant, la question de votre camarade, il me dit, est-ce que je suis obligé de le faire comme ça? Non, on n'est pas obligé. Je peux le faire comme ce que j'appelle les contraintes de table, c'est les contraintes sur plusieurs colonnes. Les contraintes qui concernent plusieurs colonnes, je ne peux pas l'écrire au niveau d'un attribut parce que ça ne concerne pas un seul attribut, ça concerne plusieurs attributs. D'accord, par exemple, la clé primaire, elle est composée. Si la clé primaire, elle est composée, vous ne pouvez pas écrire primaire à côté de l'attribut. Si la clé primaire, elle est composée entre, par exemple, nf,np, c'est la clé primaire, je ne peux pas, à côté de nf, écrire primaire, à côté de np, écrire clé primaire. Non, primaire, on l'écrit une seule fois dans notre create table. Rappelez-vous, quand j'ai parlé tout à l'heure de la clé primaire, j'ai dit qu'elle existe une seule fois dans la description, dans la définition. Ici, dans le create table, le mot primary key, vous l'écrivez une seule fois. Vous ne pouvez pas l'écrire plusieurs fois. D'accord? On a une seule clé primaire. Le references, vous pouvez l'écrire plusieurs fois, le check plusieurs fois, mais la clé primaire, il y a une seule clé primaire dans la table, dans la relation, une seule clé. Donc, le mot primary key figure une seule fois. Donc, si la clé primaire, elle est composée, vous ne pouvez pas l'écrire au niveau de l'attribut. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire à part primary key entre parenthèses vos attributs. D'accord? Donc, quand une contrainte concerne plusieurs colonnes, vous faites la définition de la contrainte à part, pas à côté d'un attribut. Donc, c'est virgule et vous commencez votre définition. Consulte nom de la contrainte, comme tout à l'heure, vous pouvez la nommer. Par exemple, unique. La clé candidate, elle est composée. La clé candidate, elle est composée de deux attributs. Les deux attributs ont la propriété unique et irréductible. Dans ce cas-là, vous faites unique, entre parenthèses, les noms de ces attributs-là. Ou bien la clé primaire, elle est aussi composée. Donc, vous écrivez primary key, entre parenthèses, les attributs de la clé primaire. Ou bien la clé étrangère aussi. La clé étrangère qui fait référence, elle est composée. D'accord? Aussi, vous écrivez for a key, entre parenthèses, les colonnes de la clé étrangère, references, la table à laquelle vous faites référence. Et vous ajoutez le on delete cascade si vous voulez. Le check aussi, vous pouvez le faire à part, check, condition. Alors, ici, la question de votre camarade tout à l'heure, même si c'est un seul attribut, c'est-à-dire là, on est obligé de le faire quand la contrainte, elle est sur plusieurs attributs. Vous êtes obligé de le faire. Mais quand la contrainte concerne un attribut, vous avez le choix. Quand la contrainte concerne un attribut, vous avez le choix. Soit vous définissez, comme j'ai fait tout à l'heure, au niveau de la définition de l'attribut, soit vous écrivez à part la contrainte. Par exemple, primary key, entre parenthèses, nf. Vous l'écrivez à part. D'accord?
Vous avez compris pour celui qui a posé tout à l'heure la question? C'est bon? Oui, madame, merci. De rien. Donc, vous pouvez l'écrire à part, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est toutes les possibilités. Et vous pouvez faire disable, comme j'ai dit, parce qu'on est toujours, je rappelle, je suis dans le create table. Donc, create table, je rappelle, j'ai dit, les contraintes après la création sont automatiquement activées. Donc, si je veux, juste après la création, que ce soit désactivé, j'ajoute le mot disable. D'accord? For AK, le mot for AK, c'est pour indiquer clé étrangère. Donc, je répète la remarque. Si vous définissez la clé étrangère à côté de l'attribut, vous mettez uniquement references. Le mot references, le système comprend que c'est une clé étrangère. Là, c'est vous parlez du catalogue. Pourquoi vous l'avez écrit? Bon. Le mot for AK, vous l'écrivez quand vous définissez la clé étrangère à part. Mais si vous la définissez à côté de votre définition de l'attribut, il faut écrire uniquement references. D'accord? Si vous n'avez pas des questions, vous avez des questions? Donc là, c'est un exemple, create table. Vous avez les attributs. Donc, vous avez vu NF, char, NP, char, quantité, number. Ensuite, je fais primary key, NF, NP. For IK, NF, references, fournisseur. Donc, quand vous faites for IK ici, pourquoi j'écris for IK? Parce que je dois dire quel est cet attribut, c'est une clé étrangère. Le NF, c'est un attribut de fourniture. C'est une clé étrangère qui fait référence à fournisseur. Mais si je l'ai défini au niveau de NF ici, j'écris directement for IK, references. References uniquement. Je ne vais pas mettre for IK. D'accord? Alors, la même chose se passe dans le alter table, c'est-à-dire que si vous voulez, vous avez créé la table, ça y est, et vous voulez ajouter une nouvelle contrainte, ça sera dans le alter table. Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on va le répéter, presque la même chose. Seulement ici, je le fais dans le alter table. Donc, le nom de la table, add, et vous ajoutez une contrainte. Alors, vous pouvez l'appeler constraint nom de contrainte, si vous voulez. Je mets toujours des crochets pour dire que c'est facultatif. D'accord? Vous ajoutez une contrainte unique, donc vous mettez unique entre parenthèses les colonnes concernées, ou bien primary key entre les colonnes concernées. For IK, vous pouvez définir for IK entre colonnes references tab. Madame, Oui, Madame, dans l'exemple précédent, on avait deux clés primaires, c'est ça? non. Quel Un FNP, madame. NFNP? Non, parce qu'on est dans la relation fourniture. Dans la relation fourniture, on a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, on avait ça. Fourniture, on avait dit que la clé primaire, elle est composée. C'est NFNP. La clé primaire, elle est composée. Ah D'accord? oui, madame, j'ai oublié. D'accord. Donc, quand la clé primaire, elle est composée, euh, on fait comme ça, primary key, NF, NP. D'accord? Les deux forment la clé primaire. J'ai dit que primary key, vous l'écrivez une seule fois dans que ce soit dans le create table ou dans le alter table. Une seule fois. D'accord? On ne peut pas avoir deux clés primaires. Parce que si vous écrivez primary key deux fois, ça veut dire que vous avez deux clés primaires. C'est pas possible. D'accord? Donc ici, c'est la clé primaire qui est composée. Donc, si on ajoute dans le alter table maintenant, ça veut dire que la table existe déjà. On veut maintenant ajouter une nouvelle contrainte. Ça, l'écriture ressemble un petit peu à ce qu'on a vu ici, dans les contraintes de table ou de plusieurs colonnes. Donc, alter table, nom de la table, add, vous mettez add, vous mettez ensuite nom de contrainte, j'ai dit c'est facultatif, vous pouvez appeler comme vous pouvez ne pas appeler. Ensuite, vous avez unique, vous pouvez dire unique, entre parenthèses la colonne, une ou plusieurs, ça dépend si votre clé candidate est formée d'un attribut ou de plusieurs attributs.
Ou bien vous définissez la clé primaire, ça veut dire que dans le clé Questa è impressa. alter table, le nom de la table add, et vous ajoutez primary key, ça veut dire que vous ne l'avez pas fait dans votre create table. Si vous avez déjà fait primary key dans le create table, il ne va pas accepter, le système ne va pas accepter de définir une deuxième fois le primary key. D'accord? Primary key, donc entre parenthèses, la colonne ou les colonnes qui forment la clé primaire. Ou bien vous voulez ajouter une clé étrangère, donc vous mettez foreign key, le nom de la clé qui forme la clé étrangère, references, le nom de la table à laquelle on fait référence. Vous ajoutez en délai de cascade, comme on a dit tout à l'heure, c'est quand si vous voulez répercuter la suppression. Et le check, c'est, donc j'ajoute une condition avec un check. Donc, check, à l'intérieur, vous écrivez ce que vous voulez. D'accord? Disable, ou bien vous voulez activer ou désactiver une contrainte. Donc là, je suis en train d'ajouter. Donc, quand j'ajoute la contrainte, je peux aussi, si je ne précise pas disable, elle sera activée. Juste après, si la commande elle est acceptée avec succès, automatiquement, la contrainte sera activée. Si vous voulez qu'elle soit pas activée automatiquement, vous écrivez disable. D'accord? Donc là, c'est quand j'ajoute une nouvelle contrainte. Vous ajoutez une nouvelle contrainte avec le alter table add. Madame, Ça, c'est un exemple. Alter table, alter table fourniture, add, check, quantité between 100 et 900. Donc là, je suis en train d'ajouter une contrainte sur les valeurs de quantité. Oui. madame, s'il vous plaît. Madame, quand vous mettez disable à la fin de toutes les contraintes, est-ce que ça Oui. va automatiquement désactiver toutes les contraintes ou seulement celles... Non. Ça concerne une contrainte. C'est la contrainte à côté de laquelle vous avez écrit le disable. Ah, maintenant, si je veux par exemple annuler celle de la primary key, je dois la mettre juste après. Oui, c'est ça. D'accord. C'est Merci. ça. Le disable suit la contrainte que vous voulez désactiver. D'accord? D'accord, merci. De rien. Madame, Oui. quel est l'objectif de faire disable elle-même? J'ai dit Je par veux la exemple, désactiver juste après. je vous ai donné un exemple. Par exemple, la clé, vous avez défini la clé étrangère. D'accord? Vous avez dit que la facture client dans facture fait référence à la relation client. Supposons que vous êtes en train d'insérer des tubes dans facture et vous n'avez pas encore inséré dans client. Par exemple, c'est un exemple. Vous n'avez pas encore inséré les clients, vous êtes en train d'insérer les factures. Là, le système ne va pas accepter les valeurs, il va vous dire que le client n'existe pas. Si vous activez la contrainte, si vous ne désactivez pas la contrainte de la clé étrangère. C'est un exemple. Hein. Madame, est-ce que je peux la réactiver? Attendez. D'abord, je vous pose la question. Est-ce que je peux, dans le cas, l'exemple que je viens de donner, j'ai dit j'ai des clients et des factures. Si je veux ne pas désactiver, comment je peux régler le problème sans désactiver? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas l'ajouter. Mais qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir faire mes insertions normalement? Je ne vais pas écrire la contrainte après, une fois que j'ai besoin de cette contrainte. J'ai défini la contrainte au niveau de la création. Je dois remplir client poubelle. Très bien. J'ajoute d'abord les clients, ensuite j'ajoute mes factures. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problème. Supposons maintenant que vous avez des contraintes d'intégrité entre deux relations dans les deux sens. C'est-à-dire, j'ai deux relations, R1 et R2. R1 a une clé étrangère vers R2 et R2 a une clé étrangère vers R1. Là, le problème va se poser. Vous êtes d'accord? Oui, exactement. Le problème va se poser. Impossible d'insérer les deux. Si vous avez défini les clés étrangères, vous ne pourrez plus insérer les deux. Là, vous êtes obligé de désactiver les clés, la condition sur les clés étrangères, la contrainte sur les clés étrangères. Vous êtes obligé de désactiver et vous insérez. Ensuite, vous les réactivez. Alors, je vais vous montrer après comment on les réactive. D'accord? D'accord, madame, oui. Donc là, c'est ça le problème. Quand est-ce que le problème se pose? Des fois, on est obligé de désactiver. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Par rapport la question par rapport à la nomination des contraintes. Supposons qu'on a un attribut, qu'on lui a pas donné un nombre de contraintes,
Donc, automatiquement, le système va lui donner un nom de contrainte et on veut faire le disable. Comment on fait Oui. pour récupérer le nom donné Le par nom, défaut? vous récupérez, c'est en consultant les catalogues. On en a parlé des catalogues la dernière fois. Donc, il y a le catalogue dans les contraintes. Et vous êtes dans votre session. Si vous êtes dans votre session, donc vous, vous pouvez accéder au catalogue. Parce que je vous ai dit que les catalogues, par exemple Oracle, c'est des vues qu'il a créées sur les catalogues. Il y a deux types de vues. Il y a des vues qui commencent par le mot par all. All, ça concerne tout ce que vous pouvez voir. Ou bien user. Les vues qui commencent par user, c'est les catalogues qui concernent vos objets seulement, les objets de l'utilisateur en cours de la session, c'est-à-dire celui qui est en train de travailler. Est-ce que vous avez compris? Il y a deux types de catalogues. User qui commence par user, c'est les catalogues, c'est-à-dire par exemple, moi je suis en train de travailler, c'est les informations que je trouve dans les catalogues sur mes objets. Si ça commence par all, c'est tous les objets que je peux consulter. D'accord? Donc ici, vous pouvez consulter le catalogue des contraintes. Une session, c'est quand vous travaillez, quand vous entrez dans le SQL, par exemple SQL+, par exemple. Vous ouvrez vous connectez. Vous êtes en train de travailler, c'est une session. D'accord? Ce qu'on appelle ça, c'est une session. Vous êtes en train de travailler, d'accord? Donc là, quand vous voulez consulter, je vous ai dit qu'il y a des catalogues. Tout ce que vous êtes en train de manipuler, vous pouvez les consulter dans les catalogues. Donc, vous allez consulter vos tables, vos attributs, vos contraintes d'intégrité, enfin tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, si vous n'avez pas donné le nom à la contrainte, vous pouvez récupérer le nom de la contrainte en consultant le catalogue des contraintes. D'accord? Je vais dire, D'accord, merci. ce que je vais dire à votre assistant TP de vous donner à chaque fois les noms des catalogues. À chaque fois qu'on fasse un TP sur quelque chose, elle peut vous donner les noms des catalogues de ça. Par exemple, dans le TP des contraintes d'intégrité, elle va vous donner les noms des catalogues, comment les consulter. On va faire ça au fur et à mesure. Comme ça, si on n'a pas le temps de faire le TP sur les catalogues, vous aurez déjà consulté des catalogues comme ça. D'accord, donc je vais me mettre d'accord avec elle sur ça. Madame, D'accord? madame, Ok? Oui, je vous entends pas, Younes. madame, كما هاد حكاية على لي سيسيون ان سول باز دو دوني يقدروا يكونوا دو سيسيون يلا باغ لا سيسيون اون ما تقدرش تشوف واش خدمت واش Oui, دارت لا سيسيون دو. oui, la session, c'est par rapport à l'utilisateur. Une session, c'est par rapport à un utilisateur qui se connecte. مادام نقولوا باغ اكزومبل واحد دار بلا سيسيون اون باري Ouais. يجوز دوزيام يطرافي افيك لا سيسيون دو اسكو Ouais. يقدر يشوف واش صرا مع لا سيسيون Non, واش كريا كونطا là, ça a un lien avec les privilèges que vous avez. Vous avez TPFBD le Mazel la semaine passée. انا ما قريتش تي بي مادام مازال. Très bien. Donc, cette semaine, Inch'Allah, puisque vous allez faire Red le mercredi, parce que le premier TP, on a fait les privilèges. Donc, vous allez voir justement ce que vous pouvez voir, ce que vous ne pouvez pas voir, etc. D'accord. Donc, dans le TP, le mercredi, Inch'Allah, dans le TP, vous allez voir tout ce que la notion de droit, privilège, etc. D'accord. D'accord, madame, merci. Très bien. Bon, je fais rapidement pour arrêter là parce que je voulais faire un cours plus court, mais finalement, on a fait 1h30. Je ne voulais pas faire 1h30. Bon, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui reste? La démodification, parce que tout à l'heure, votre camarade m'a dit, alors, si je désactive, comment je vais la réactiver? Donc, ça, c'est tout ce qu'on peut faire, modification d'une contrainte. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Une contrainte que vous avez définie déjà, c'est bon, elle est définie, vous l'avez ajoutée. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette contrainte? Alors, modifier, on ne peut pas modifier directement. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas modifier la définition de la contrainte. Par exemple, vous avez fait un check, une condition à l'intérieur, vous ne pouvez pas modifier le contenu du check. Mais ce que vous pouvez faire, si vous voulez, par exemple, vous avez fait vous avez fait un check avec une liste de valeurs. Et là, vous voulez ajouter des choses dans votre liste. Vous ne pouvez pas la modifier. Ce que vous allez supprimer la contrainte et l'ajouter avec la nouvelle liste. D'accord? Donc, tout ce qu'on peut faire comme modification d'une contrainte, on peut l'activer, la désactiver ou la supprimer. D'accord? On ne peut pas la modifier. Enfin, c'est-à-dire ce que j'appelle modification,
d'une contrainte, c'est ça. C'est on peut activer. Elle était désactivée, vous pouvez l'activer. Elle est activée, vous pouvez la désactiver. Et vous pouvez la supprimer et ensuite l'ajouter de nouveau avec le alter table. D'accord? Vous voulez modifier à l'intérieur de la contrainte, vous la supprimez, ensuite vous l'ajoutez de nouveau avec la nouvelle définition avec alter table. D'accord? Alors, la modification se fait toujours avec le alter table. Donc, alter table, le nom de la table. Alors, là, vous êtes obligé de connaître le nom de la contrainte si vous voulez la supprimer. D'accord? Donc, ici, pour modifier une contrainte, vous êtes obligé de connaître son nom. Vous ne pouvez pas la modifier sans connaître son nom. Donc, vous écrivez drop constraint, le nom de la contrainte, il va la supprimer. Ou bien, vous écrivez enable, le nom de la contrainte, ça veut dire qu'il va activer, ça veut dire qu'elle est désactivée, vous allez la réactiver. Ou bien, elle est activée, vous voulez la désactiver, vous écrivez disable, le nom de la contrainte. C'est ce que vous pouvez faire avec une contrainte qui existe déjà. D'accord? Donc, je répète, c'est avec alter table, le nom de la table. Vous pouvez la supprimer, vous écrivez drop, le nom de la contrainte, drop constraint, le nom de la contrainte. Ou bien, elle est désactivée, vous voulez la réactiver, vous écrivez enable, le nom de la contrainte. Ou bien, la contrainte, elle est activée, vous voulez la désactiver, vous écrivez disable, nom de la contrainte. C'est les trois possibilités que vous voulez faire. Une des trois. D'accord? C'est l'une ou l'autre. Vous remarquez, c'est des barres, donc c'est l'une ou l'autre. Vous ne pouvez pas faire les trois en même temps. Soit supprimer, soit activer, soit désactiver. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, là, c'est juste un exemple. Par exemple, je veux désactiver la contrainte sur la ville. Alter table, pièce, disable, constraint, compte ville. D'accord? Si je veux la réactiver, alter table, pièce, enable, constraint, compte ville. Voilà. Drop constraint, là, c'est pour supprimer. Alter table, pièce, drop constraint, le nom de la contrainte. Voilà. Madame, Oui? pardon. Madame, si Oui. par exemple la première fois quand tu m'as déclaré ma contrainte, j'ai mis la mot-clé disable et après j'écris une autre commande alter table et je mets enable. Qu'est-ce qui se passe? Mais, vous répétez parce que je ne vous entends pas bien. Votre voix, Maïch Djemler. Oui, répétez. Madame, à la première déclaration, Oui. madame, j'ai mis disable, mais après j'ai écrit une nouvelle commande alter table, etc. Après je mets enable. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous l'avez activé. La même contrainte. Oui, Ça veut dire que vous l'avez activé. Le disable, vous l'avez mis, le disable, vous l'avez mis dans la création. oui, Eh, Et juste après, vous avez mis alter table, enable. oui. Ça sera activé. Ah, il n'y aura pas de C'est-à-dire- conflit. Non, il n'y a pas de conflit. C'est-à-dire qu'après la création, elle est désactivée. Ensuite, vous avez réexécuté vous avez exécuté alter table, c'est une autre commande. Vous activez. Non, il n'y a pas de contradiction ici. Ah, d'accord. Vous avez désactivé, ensuite activé. Normal. D'accord, merci. D'accord, il n'y a pas de problème, Fadi. OK. D'accord, donc, alors, bon, pour vous mettre pour donner une pause avant de faire le TD, d'abord, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? C'est bon, donc ça, c'est la partie des contraintes d'intégrité statique. Maintenant, vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, est-ce que vous avez quelque chose, est-ce que ça vous arrange de faire une petite pause et j'entame le TD? Est-ce que vous avez quelque chose l'après-midi avec Madame Hank? Oui, madame, on a un cours. Ah, Un cours d'accord. Donc, on ne peut pas intégralement. faire. C'est-à-dire, j'allais vous dire si on peut. On va faire, c'est-à-dire la séance l'après-midi. Bon, d'accord. Donc, on va faire juste après. Donc, je vais vous faire une petite pause pour vous reposer un petit peu et on reprendra avec un TD sur les vues. D'accord? Ok, madame. Oui, Donc, madame. on dira 10 minutes à un quart d'heure à peu près. Non, non, mais je suis 2 heures. Non. On va faire un exercice. Je vais faire un exercice. D'accord. La pause, 15 minutes, la pause, ça sera Mliha. pas 30 Ah, pour la minutes. pause, d'accord. Je pensais un TD de 15 minutes. D'accord. Bon, ok, je vais vous donner une pause de 15 minutes. D'accord? À tout à l'heure, Inch'Allah. On va faire un TD sur les vues.
D'accord. Et mademoiselle, vous, pour les gens qui ont un problème, qui ne peuvent pas rester connectés, qui travaillent